le monde d'après de cette semaine, nous avons rendez-vous avec l'écrivain et chroniqueur Vincent Engel. Avec son roman dystopique « Les vieux ne parlent plus », il interroge la façon dont nous traitons nos aînés. Un roman écrit il y a 5 ans, mais paru durant la pandémie et qui lui fait écho de façon glaçante. Bonjour Vincent Engel. Bonjour. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, nous allons parler de votre roman « Les vieux ne parlent plus », mais avant cela, on se trouve ici à la librairie Graffiti à Waterloo qui nous accueille très gentiment. Les librairies, finalement, c'est un des derniers bastions de la culture, encore debout. Oui, qui a pu plus ou moins sauver les meubles pendant cette période qui n'est pas finie, parce que les théâtres et tout ça ont été fermés. Heureusement, les cinémas aussi, etc. Les cinémas, donc tous les lieux de culture ont été terriblement souffert de cette épidémie et vont continuer à souffrir. J'ai 2-3 projets de spectacles et heureusement, je n'en dépends pas, mais pour les gens dont c'est vraiment la source à la fois de raison de vivre et de revenus, c'est assez éprouvant. Donc le livre a été reconnu comme étant un bien essentiel. Ouais. En Belgique, plus vite qu'en France d'ailleurs, c'est amusant à voir et c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, déjà les librairies souffrent de la digitalisation et des plateformes de vente en ligne, donc je pense que c'était une bonne décision. Alors évidemment, pour un écrivain qui travaille d'habitude déjà en confinement, la situation ne change pas énormément. Néanmoins, ne plus aller à la rencontre du public dans les librairies, dans les séances de dédicaces, etc., ça vous manque ? Oui, certainement. Mais comme vous le dites, on est plutôt dans le monde artistique, on est plutôt privilégié parce que le confinement est notre mode de fonctionnement habituel. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que ça n'a pas, pour la création, ça n'a pas changé beaucoup, sauf que, tout dépend aussi des natures, parce qu'il y a des écrivains, des écrivaines qui disent que ce confinement-là tarit leur inspiration. Donc je peux parfaitement comprendre ça. Oui, parfois c'est le phénomène inverse pour d'autres. Ouais. Ce confinement, il fait que vous n'avez pas donc pu parler beaucoup avec le public de ce livre que vous avez sorti en août, « Les vieux ne parlent plus ». Ce titre, tout d'abord, c'est une référence à la chanson de Brel, « Les vieux », référence directe ? Oui. C'est un roman pour lequel j'ai eu le titre assez rapidement. C'est pas la première fois que j'ai un titre qui vient ou d'une chanson ou d'un spectacle. Par exemple, Mon voisin c'est quelqu'un, c'était une variation sur un sketch de Raymond DeVos qui disait Mon chien c'est quelqu'un. Voilà. Donc en fait le titre c'est quelque chose de fragile. Ou vous l'avez tout de suite ou c'est compliqué. Ici je l'ai eu tout de suite. Voilà. Alors on sait que dans vos romans, les liens avec l'histoire sont très présents, c'est quelque chose qui vous passionne. Ici on est dans l'anticipation, dans la dystopie. C'est un genre littéraire auquel vous aviez déjà touché auparavant ? Mais oui, justement, Mon voisin c'est quelqu'un que j'ai écrit au début des années 90. C'est un roman qui anticipe la montée en puissance de partis d'extrême droite et l'arrivée de l'un d'eux à la tête d'un État européen et donc démocratique. Donc comment ils font pour y arriver, avec manipulation des images, etc. Non, en fait, même quand je parle de romans, même quand mes romans se passent dans le passé plus ou moins récent, c'est toujours la même préoccupation. En fait, c'est la gestion politique, la chose politique, la démocratie, la fragilité surtout de la démocratie. Alors ce roman-ci, « Les vieux ne parlent plus », qui est paru en août, en pleine pandémie, ce qui est très étonnant, c'est que vous l'avez écrit il y a 5 ans, et on va le comprendre tout au long de l'interview, on va en parler plus en détail. Il fait vraiment écho à tout ce qu'on vit actuellement. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti il y a 5 ans ? Il n'est pas sorti il y a 5 ans pour d'abord une raison, c'est que je l'ai écrit parce que je voulais en faire un scénario de long métrage. L'écriture pour le cinéma est compliquée, il faut avoir un producteur. Et donc j'ai fait le roman, parce que c'est une manière pour moi facile de commencer les choses. Et puis, pour être tout à fait honnête, je voulais que quelqu'un d'autre que moi publie ce roman. Ou le publier sous un autre nom. Exactement. Je voulais, c'est mon vieux fantasme. J'ai toujours rêvé de réussir à faire ça, refaire le coup d'Émile Ajar et de Romain Gary. J'avais un petit peu fait avec Mon voisin c'est quelqu'un que j'avais publié sous le nom de Baptiste Morgan, mais mon éditeur n'avait pas voulu jouer le jeu à fond et donc
c'était pas un pseudonyme, c'était un hétéronyme parce que sur la communication, c'était clair que c'était moi. En fait, c'est plutôt un roman qui est dans la veine des romans que j'ai fait sous le nom de Baptiste Morgan. Il est très différent, je pense, en tout cas dans l'écriture et dans la tonalité des romans que j'ai publiés sous mon nom. Et donc, pour cette raison-là aussi, je me disais, ce serait bien de jouer cette carte-là. Et donc, j'ai essayé de convaincre des gens, mais j'ai trouvé personne. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, mais je vais le publier moi-même parce que je pense que et ça, c'était avant la pandémie, je pense que c'est vraiment d'actualité. C'est-à-dire, que va-t-on faire de nos aînés alors que leur nombre augmente et que le nombre de personnes actives diminue. Donc, le coût pour la société est de plus en plus lourd. Même si c'est un pacte qu'on a passé avec eux, puisqu'ils ont cotisé toute leur vie pour recevoir des soins quand ils en ont besoin. C'est fondamental qu'on respecte cette parole-là, mais je pense que face aux contraintes financières, les gens sont prêts à abdiquer de pas mal de principes. Alors quand la pandémie a commencé, qu'il y a eu toute la situation dans les maisons de repos, que les vieux, entre guillemets, puisque je reprends le titre de votre roman, ont commencé à mourir. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous vous êtes dit finalement, j'avais tapé dans le mille. Donc, avec mes éditeurs, on avait déjà décidé de publier le bouquin avant le début de la pandémie. Chez Kehr Éditions. Oui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est de dire, oui, effectivement, c'est... je ne prévoyais pas une pandémie dans mon roman. D'une certaine manière, la pandémie a un petit peu accéléré le processus que je décris dans mon livre. Mais donc, j'ai dit, je vais juste tenir compte de cette situation-là. J'ai rajouté 2 ou 3 paragraphes, pas beaucoup plus, pour placer le roman dans un avenir de 5-10 ans, je ne sais pas, où il y aura eu d'autres pandémies, parce que je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres. Et donc voilà, j'ai intégré l'élément, mais c'est vrai que tout s'y prêtait en tout cas. Alors ces pandémies dont vous parlez, certains dans le roman pensent qu'elles ont été fabriquées par l'industrie pharma. Ces théories du complot, on les a vues fleurir justement ces derniers mois dans notre monde à nous. Oui. Et donc ceux qui imagineraient que en fait je suis responsable de tout pour... non, évidemment non. Donc, c'est un point que je vois dans un des cours que je donne à Louvain, sur la cours de logique et d'argumentation. C'est assez terrifiant ces théories du complot parce que c'est très séduisant et ça a toutes les apparences de la cohérence. En fait, on est vraiment dans la théorie du complot, on est vraiment dans la fiction, qui est une question qui me passionne. La différence, c'est que quand vous lisez un roman, vous savez que c'est une fiction, c'est un pacte qui est passé entre l'auteur et vous, et que ces théories du complot se présentent comme un discours de vérité, et d'autant plus puissant que ce serait un discours de vérité contre des médias qui participent de ce grand mensonge organisé, etc. Voilà. Je pense qu'il y a des sites et des gens qui font un travail de décortiquage et de dénonciation de tout ça. On a tous les moyens pour comprendre combien tout ça est faux, mais encore faut-il le vouloir. Alors, dans ce roman, vous vous intéressez, vous l'avez dit plus spécifiquement, à la façon dont cette société gère la vieillesse, gère ses seniors. Quand vous plantez le décor, on apprend que la proportion de seniors est très importante. Ça, c'est aussi évidemment une tendance qu'on connaît. Oui, c'est une simple projection démographique. On sait qu'on va vers ça. Ouais. Et dans le roman, il n'y a plus que la moitié de la population qui est active et qui peut justement soutenir le système, même un peu moins, oui. Et donc ce sont les projections que j'avais lues à l'époque, il y a 5 ans. Sans doute que on peut dire de manière un peu sinistre, l'épidémie va un petit peu corriger ça, mais la tendance est là, inévitablement. Donc c'est une question que la société va se poser. Et parce que j'ai aussi voulu que ce livre, malgré tout ce qu'on a pu dire jusque maintenant, les gens pourraient croire que c'est un livre sinistre et désespérant. J'ai essayé de mettre quand même de l'humour là-dedans, même si c'est un humour parfois un peu cynique à travers les personnages que j'ai campés. Je pense que ils sont assez caricaturaux. Oui, et en même temps, ils sont... pour Alexandre Geoffroy, qui est donc cet avocat qui est le protagoniste de l'histoire, j'ai une certaine tendresse pour lui. Je pense que j'ai de la tendresse pour tous mes personnages parce qu'ils ont tous leur fragilité, leurs failles
Et genre justement, pour rebondir sur la question du complot, pour moi le meilleur argument contre la théorie du complot, c'est que ces théories nécessitent la mise en place d'un petit groupe d'individus qui prévoit tout et qui sait comment tout va se passer, et ça ne marche pas, ça ne marche jamais comme ça. Pour moi, la loi universelle, c'est la loi du grain de sable. Il y a toujours un grain de sable qui survient, et les plans les plus extraordinaires, les mieux conçus, ils se plantent toujours à un moment ou à un autre, parce qu'il y a toujours quelque chose d'imprévu qui se passe. Et l'imprévu qui se passe, c'est le facteur humain, le plus souvent. C'est la faiblesse, c'est le fait que celui sur lequel on comptait ne va pas faire ce qui était prévu parce que sa maman, parce que son petit chat, parce que sa tasse de café, enfin peu importe, mais un petit détail humain qui va le faire changer de cap. Alors expliquez-nous comment sont traités les aînés dans la société que vous décrivez dans votre roman. Ils sont un poids finalement dont on veut se débarrasser, ne plus devoir se soucier aussi, et surtout ils ne sont plus rentables. Oui, exactement. Donc je pense que Alexandre Geoffroy est un avocat, comme il en existe déjà aujourd'hui, qui ont la tutelle de personnes âgées, ou en tout cas qui ne sont plus capables de gérer leurs biens et leur vie. Et donc, je précise tout de suite que 99,99% des avocats qui assurent cette fonction-là font leur travail remarquablement et sont très loin de s'enrichir. C'est même plutôt un sacerdoce qu'une sinécure. Mais il y en a. Et d'ailleurs, à l'époque où j'ai eu l'idée du roman, il y avait eu une affaire retentissante d'un de ces avocats qui s'était fait pincer d'ailleurs, qui détournent, qui abusent des personnes dont on leur donne la charge pour capter leur argent et finalement très très mal s'occuper d'eux. Et donc lui, il est un peu entre les deux. Oui, il profite, mais il y a certains de ses clients pour lesquels il a un réel attachement, et puis il a surtout sa maman, qui est une personne âgée. Mais il a mis en place un système qu'on ne va pas dévoiler, mais qui permet de gérer ces personnes de manière assez, entre guillemets, pragmatique, dans la logique de la financiarisation qui touche tout dans notre société. C'est-à-dire que les soins qui vont être apportés vont dépendre à la fois de l'état de santé de la personne, mais aussi de l'état de sa fortune. Et donc il a construit un logiciel qui permet de paramétrer l'un et l'autre et de prendre des décisions en fonction de l'un ou de l'autre, ou des deux en tout cas, la conjonction des deux. Et il est en mèche avec le gouvernement, avec le ministre, et il va aider le gouvernement à développer sa méthode à échelle collective. Et la vraie perversion que je décris, c'est... Bon, pour l'instant, on est dans une société qu'on appelle néolibérale, je pense que le terme n'est pas juste, je dirais plutôt ultra-capitalistique, où les gouvernements se désinvestissent complètement des services publics. On l'a vu. Une des raisons qui font que la crise a été aussi meurtrière et aussi catastrophique, c'est parce que les services publics ont été désinvestis, ont été appauvris considérablement. Là, on l'a vu pour la santé, c'est la même chose pour l'enseignement, c'est la même chose pour la justice, c'est la même chose pour la protection civile, c'est la même chose pour tous les services publics. Et c'est une tendance lourde. Et dans le roman, je décris l'étape suivante, c'est l'étape où l'État va faire semblant de reprendre en main le service public, mais va le gérer de manière encore plus financière et de manière encore plus cynique qu'une entreprise privée. Parce que, contrairement à l'entreprise privée, elle aura le contrôle absolu puisque c'est elle qui fait les lois. Enfin, c'est lui qui fait les lois. Donc il pourra faire exactement ce qu'il veut. Et l'idée, c'est de conduire les personnes âgées et leurs familles à confier complètement la gestion de ces personnes à l'État, qui va construire des centres, des villages de santé pour aînés, qui auront l'avantage de se situer en province. La chanson de Jacques Brel dit... presque plus personne ne vit là où dans plus votre personne roman. ne vit et là où plus personne ne va, que l'on vive à Paris ou qu'on vive... je ne me souviens plus exactement du texte de Brel, mais qu'on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Et en fait, pourquoi ça fonctionne ? C'est parce que tout le monde s'en accommode finalement, c'est un soulagement. Ouais, c'est un soulagement pour la plupart des gens pour qui leurs aînés sont une charge. C'est une charge financière, c'est une charge de temps et on vit de plus en plus mal. C'est-à-dire qu'il faut travailler de plus en plus
pour gagner de moins en moins. Et donc la charge psychologique, financière est de plus en plus haute. Donc d'une certaine manière, on accepte, on ferme les yeux, on veut pas savoir. C'est un peu schizophrénique parce qu'on impose aux autres ce que finalement on vivra soi-même forcément à un autre moment. Oui, alors je pense que c'est peut-être pas schizophrénique, c'est en tout cas inconscient. Ouais. Parce qu'effectivement, mais c'est le propre de l'être humain, c'est de se dire que oui, mais c'est plus tard, donc les conséquences à long terme généralement. Ouais. Et donc le court-termisme qui est la loi, la clé de la gestion politique depuis très longtemps, devient effectivement une. Mais cela dit, est-ce que regardez, le pacte social s'est construit sur le long terme. Des gens ont travaillé toute leur vie sur la promesse que lorsqu'ils arrêteraient de travailler, ils seraient à l'abri. Hein. Cette promesse-là est rompue. Ce pacte-là est rompu. Alors, comment peut-on encore demander aux gens de travailler, d'accepter ce système-là, d'accepter ces sacrifices-là, puisqu'ils se rendent compte que maintenant, on ne respecte pas les promesses qui ont été tenues à des gens qui travaillent depuis 30, 40 ans. Alors ce système que vous imaginez, pour le décrire, vous écrivez vers la fin du livre, dont on ne va évidemment pas dévoiler le contenu, c'est la concrétisation d'un égoïsme croissant et d'une peur de se démunir au profit de gens qui ne servent plus la société. C'est vraiment l'égoïsme poussé à son paroxysme finalement. Oui, et qui est... Vous savez, je suis pour l'instant vraiment très fan des séries télé, et il y en a une que je viens d'achever, elle n'est pas très récente, c'est Walking Dead. En tout cas, j'ai vu les saisons disponibles. Au-delà de l'épidémie qui est décrite, je pense que la fable, la ce sont les rapports humains, évidemment. Ce sont les rapports humains, Bien et surtout c'est là-dessus que ça combien repose, la démocratie est fragile. Et combien elle nécessite un niveau de confort et de bien-être élevé. Dès que la précarité s'installe, dès que l'insécurité s'installe, la démocratie disparaît. Parce que les gens se replient sur eux, et donc on le voit très bien dans ces différentes communautés. Finalement, très rapidement dans cette série, le danger, ce n'est plus tellement les morts vivants, ce sont les autres. Ce sont les vivants qui chacun essaye de protéger leur groupe. Et ce repli sur soi, c'est une des clés du fascisme. Le fascisme, on est généreux, mais uniquement pour ceux qui acceptent la soumission totale au groupe et qui appartiennent à ce groupe. C'est le principe de la mafia, et qui soutient la famille au sens large, pour autant qu'il y ait une soumission complète des membres de cette famille à la Cosa Nostra. Et ça, c'est le fascisme, et c'est en fait, ce que je décris dans ce roman, c'était déjà ce que j'évoquais dans Mon voisin, c'est quelqu'un, et c'est quelque chose dont je suis assez convaincu depuis longtemps, c'est que si le nazisme n'avait pas poussé les curseurs du fascisme, tous les curseurs du fascisme jusqu'au bout, pour montrer ce que c'était vraiment, mais je pense qu'aujourd'hui, donc s'il n'y avait pas eu le nazisme, je pense qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des pays seraient sous régime fasciste. Parce que le fascisme offre cette liberté paradoxale qui est l'absence de responsabilité. Et on libère les gens de la nécessité de prendre des décisions. C'est ce que décrit la Société de la Servante écarlate. Il y a à l'unisson beaucoup de récits aujourd'hui qui nous sont proposés qui parlent de ça. En fait, la liberté effraie les gens. Parce que la liberté, c'est dangereux, c'est une responsabilité, c'est quelque chose dont on ne sait pas très bien quoi faire. Donc si on peut nous décharger de cette liberté en échange d'une sécurité, d'une sécurité, on est prenant. C'est même plus que se décharger de la responsabilité, parce que finalement, ces vieux qu'on envoie en province, comme vous dites, ça permet que le système soit invisible, escamoté finalement, complètement. Invisibilisé surtout. Invisibilisé, et donc, vous savez, c'est les singes, les trois singes, petits singes, on ne dit rien, on ne voit rien, on n'entend rien. Dans l'histoire, donc, vous avez mis en scène ce personnage dont vous avez déjà parlé, l'avocat Alexandre Geoffroy, qui est donc pris entre deux feux. Lui, il est exécuteur de vie, vous l'avez dit, c'est mis sous tutelle, il s'occupe des vieux, il gère leur patrimoine et puis leur fin de vie. Finalement, c'est un homme arrogant, sûr de lui, qui a du pouvoir, etc., et qui va découvrir que c'est finalement très fragile, ce pouvoir. Oui.
Que la chute est proche, finalement. Qu'il est difficile de se battre seul contre un système qui est totalement inhumain, qui fait totalement l'économie de l'affection, de la fidélité, de la vraie loyauté. Ouais. Ouais. Que pensez-vous de la façon dont, dans le réel, au-delà du roman, nous gérons la vieillesse et puis nos seniors, surtout évidemment dans la société occidentale, parce que ça ne se passe pas forcément de la même façon partout dans le monde. Mais je pense que nous gérons... Alors, il y a un gros problème, on l'a vu, la manière dont la pandémie s'est passée dans les homes, dans les seigneuries, c'est assez terrible, c'est même épouvantable, la manière dont ces personnes ont vécu leur fin de vie, ouais. À cause de ça, mais déjà avant, en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les homes et toutes les seigneuries sont des mouroirs et sont des lieux épouvantables, mais notre société ne fait plus la place aux personnes âgées qu'on leur accordait avant ou qu'on leur accorde dans d'autres sociétés. Le noyau familial s'est rétréci. En fait, s'est rétréci, même si, à cause des familles recomposées, il s'est parfois considérablement élargi, mais l'élargissement est à une génération. On n'inclut plus du tout les aînés. On ne vit plus avec eux, on les voit le moins possible. Et donc ce n'est que ce qui s'est passé, ce n'est pas une décision de l'État, ce n'est pas une décision qui nous est tombée dessus, c'est une évolution que nous avons tous acceptée et qui s'est faite petit à petit parce que le mode de vie a changé, que les habitudes, les envies aussi, on n'a plus envie de vivre avec les parents et les grands-parents. On a envie d'être autonome, d'être libre. Et au niveau de la gestion de la vieillesse des maisons de repos, on est déjà pour certaines dans cette logique commerciale finalement. Bien entendu. On a vu cette semaine l'enquête du magazine Investigation de la RTBF qui justement souligne les dérives de ce système privé. Mais je pense que ça fait déjà très longtemps que ces lieux sont liés à la fortune des gens. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous vous retrouvez dans des homes gérés par le CPAS où les gens font évidemment ce qu'ils peuvent, mais avec des moyens qui sont totalement insuffisants. Donc pas assez de personnel, donc le personnel n'a pas le temps de s'occuper des personnes qui sont là, donc tout le facteur humain est vraiment mis de côté. Je prends un autre exemple que j'aime bien pour montrer cette déliquescence des services publics. On a semi-privatisé la Poste. Donc, on a privatisé la Poste. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, un facteur n'a vraiment plus le temps de s'arrêter. Alors, on va dire, oui, mais c'est très bien, parce qu'avant, tous ces fonctionnaires qui allaient se bourrer la gueule chez les clients et qui mettaient des heures pour faire leur tournée. Mais on a perdu le contact social qui est primordial. Mais ça veut dire aussi que la rentabilité d'un service public ne peut pas se calculer comme une entreprise privée. Parce qu'avant, le facteur qui prenait son temps remarquait des problèmes avant que ces problèmes ne soient trop graves. Donc quand il était encore possible de les régler, ou même simplement il les réglait en étant là, en apportant un peu de présence, un peu de discussion, en disant après au bourgmestre, tiens, il y a peut-être un problème de violence dans cette famille, ou un problème d'alcool, ou de maladie. Donc ces économies-là, personne ne les chiffre. Comment pourrait-on le faire? Je ne sais pas très bien, je ne suis pas économiste. À mon avis, on devrait quand même parvenir à calculer ça. Mais donc tout cet accompagnement, toute cette humanité, qui est finalement peut-être le premier, quand je dis le premier remède, c'est le premier en ordre chronologique dans la gestion de beaucoup des maux et des troubles qui se posent aux gens et donc qui se répercutent sur la sécurité là pourrait être pris en charge beaucoup plus tôt. Ouais, donc vous prenez un réinvestissement des services publics Massif. Et aussi peut-être un retour de la valeur solidarité qui est primordiale. Oui, et pas simplement un mot qu'on brandit de temps en temps quand il faut faire une campagne électorale. La solidarité qui ne reste qu'au niveau verbal, ce n'est pas de la solidarité. Alors rapidement, dans le monde que vous imaginez dans le roman, vous vous intéressez à la façon dont on gère la vieillesse, mais c'est aussi un monde dans lequel on ne se préoccupe plus du problème climatique, où le féminisme a échoué, et on ne se préoccupe plus de ces problèmes parce qu'on les a aussi fait disparaître de la place publique. Ça, ce sont des craintes que vous avez ? Oui,
Écoutez, vous savez, le problème de climat qui est aujourd'hui une urgence, quand j'avais 18 ans, c'était déjà quelque chose. Même avant, les gens de ma génération se souviennent que dans les années 70, il y avait tous les dimanches, c'était des dimanches sans voiture. Ce que les gosses adoraient évidemment, parce que surtout quand il y avait de la neige. Parce qu'à l'époque, il y avait de la neige. On en a encore un tout petit peu. Tout petit peu, oui. Mais donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se fait réellement? On a l'impression vraiment pas grand-chose, en tout cas rien à la mesure de ce qui devrait être fait. De nouveau, c'est toujours la confrontation entre le court-termisme et le long-termisme. On n'anticipe pas, on ne prend pas parce que ce sont des mesures impopulaires, des mesures qui coûtent. Mais là, on a vu que quand on était face à une urgence, tout à coup, il y avait de l'argent. Et des économistes sérieux qu'on ne peut pas taxer de marxisme comme Bruno Coleman disent très clairement il ne faut pas s'inquiéter de cette dette-là. Cette dette-là peut être annulée d'une manière ou d'une autre. On a vu aussi pendant la crise sanitaire que le facteur économique a parfois été mis de côté, ce qui avait rarement été le cas auparavant. Oui, mais je pense je ne suis pas sûr que ça a été de gaieté de cœur, et je pense que si nos gouvernements avaient pu... Je rappelle dans les années 50 et puis en 68, il y a eu une grippe particulièrement meurtrière, qui à l'époque avait fait 1 million de morts, avec une population moindre. Et on n'a rien fait du tout au niveau économique, que tout a continué à fonctionner comme si de rien n'était. Donc on a laissé l'épidémie se répandre, tuer et puis disparaître. Donc je pense que peut-être une des raisons pour lesquelles nos gouvernements ont agi comme ça, c'est parce que des gouvernements non occidentaux, non démocratiques même aussi, comme la Chine, ont alerté, ont pris des mesures spectaculaires que donc nos gouvernements n'ont pas pu faire moins que ces pays-là. Ça aurait été vraiment incompréhensible et inacceptable que nos gouvernements ne fassent rien alors que la Chine faisait, même avec du retard, mais c'est là que ça a commencé, prenait des mesures vraiment très très fortes pour enrayer ce virus. Donc ils ont été obligés de faire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, surtout en faisant appel à des experts pour qui les enjeux politiques ne pèsent pas, ils ont été, je pense, obligés de prendre des mesures qui ne correspondent pas spécialement à leur agenda. Ouais. Voilà, ce roman, Vincent Engel, Les Vieux ne parlent plus, aux éditions Caire, qui est basé à Évillers dans le Brabant wallon. Mais on l'a compris, il ouvre plein de pistes de réflexion et il sonne aussi évidemment comme un avertissement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Vincent Engel.